Mauvaise chose, parce que 19h, c'est encore peut-être un peu tôt. La première année, on avait mis nos agoras à 18h, c'était infiniment trop tôt. L'an dernier, 19, peut-être qu'on les mettra à 20h l'an prochain, parce que si on les fait en juillet comme cette année, la seule ennui, c'était l'an dernier, la troisième était au mois d'août, et c'est vrai qu'en mois d'août, à partir de 20h30, 21h, il commence à faire un peu nuit. Voilà, donc troisième saison, merci de votre fidélité. La première année, nous avons parlé de la philosophie grecque, de Platon, des stoïciens. L'an dernier, il s'agissait des rapports de l'âme et du corps, Descartes, Spinoza, Hegel. Et cette année, nous avons choisi un thème majeur, un thème qui fait débat de plus en plus, qui est complexe, sur lequel on a un peu de mal à se faire une idée, et c'est l'objectif de ces rencontres, c'est le progrès. Où en est le progrès? Donc il y aura 3 agoras successives, 3 jeudis d'affilée, ce qui est intéressant au niveau des dates, puisque ça facilite la mémorisation. Donc aujourd'hui, je vais vous décrire une brève histoire du progrès. Je vais faire un panorama historique pour montrer comment les choses se sont passées au cours des temps, donc ça sera tout à fait historique. Une introduction générale au thème. La semaine suivante, et je vous la présenterai tout à l'heure, j'aurai le bonheur d'accueillir une ancienne étudiante de Cagnes, aujourd'hui professeure de philosophie, qui est Sabrina Cochin, qui est là, à gauche, qui nous parlera de progrès et écologie, progrès et technique, avec Heidegger, avec voilà, tous ces penseurs qui ont réfléchi, qui ont remis en cause l'idée que le progrès technique était nécessairement une amélioration de la condition humaine. Et puis je terminerai de mon côté le 19 juillet, en revenant à nouveau parmi vous, pour vous parler de progrès et dignité humaine. On partira de la phrase d'Hannah Arendt, très troublante, il est contraire à la dignité de l'homme de croire au progrès. Je vous laisse cette phrase dans un coin de votre cerveau, méditez-la jusqu'au 19, elle est très troublante cette phrase. Donc merci encore d'être présents, nombreux, le rosé est là, je crois qu'on ne l'a pas totalement épuisé. Donc quand vous voulez, vous vous levez, vous allez boire un verre, ça débloque les neurones, c'est tout à fait excellent. Alors le progrès, c'est une idée récente, c'est ce que je vais vous montrer. Je regarde mon chronomètre pour ne pas exagérer le temps de mon propos. Et c'est peut-être une idée déjà dépassée. C'est peut-être une idée qui aura traversé la constellation de l'histoire très rapidement. Il n'était pas question de progrès il y a quelques millénaires. Personne ne songeait que l'histoire allait vers un mieux. C'était totalement absent des esprits. Ce qui a dominé pendant des millénaires, peut-être même des dizaines de millénaires, c'est une conception circulaire, cyclique de l'histoire. Conception qu'on peut comprendre pour une humanité qui vivait au rythme de la nature, au rythme des saisons. Tout est circulaire dans la nature. Les saisons, le cycle de la lune, tout est circulaire. Ça a laissé des traces dans nos proverbes. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps, et j'en passe. Et puis il y a peut-être une origine un peu psychologique aussi. Peut-être que, je vous le montrerai dans quelques instants, l'idée du cycle de la vie, du passage de l'enfance à l'adolescence, à la vieillesse. Vous savez tous que les premiers hommes qu'on a enterrés sont enterrés en position fétale, il y a 100 000 ans environ. Donc il y avait cette idée de cycle, effectivement, de retour à l'enfance, de retour au stade fœtal, de retour dans le ventre maternel, pourquoi pas, on peut aller jusque-là. La psychanalyse a quelque chose à nous dire sur ce plan. Certains intellectuels contemporains ont considéré, et je ne suis pas loin de leur donner raison, que toutes les grandes mythologies de la planète sont liées au stade intra-utérin. Ce qui nous est arrivé à tous, c'est un universel par excellence. On est tous sortis du ventre d'une mère. On a tous vécu à l'état embryonnaire, donc c'est vraiment l'universel par excellence. Alors un mot sur le temps cyclique archaïque, pour commencer mon propos. L'ignorance de ce qu'on appelle aujourd'hui la flèche du temps. Il a 3 caractéristiques, on verra que c'est la même chose au fond pour le temps historique et progressif. 3 caractéristiques de ce temps cyclique. Une conception de l'origine, une conception du mouvement et une conception de la fin du temps. Et ces 3 paramètres, je vous demande de les retenir, on les retrouve aussi pour le temps historique. Alors quelle est la conception de l'origine pour les théories cycliques? Alors là, vous avez un modèle absolu, pour qui j'ai un grand respect, tout le monde ne l'a pas ce grand respect, c'est Mircea Eliade,
Pourquoi n'a-t-on pas toujours un grand respect pour Mircea Eliade? C'est un autodidacte, c'est un Roumain qui est arrivé en France, il n'a pas fait d'études universitaires et c'est devenu le plus grand spécialiste, peut-être mondial, de la mythologie, de la religion. Et il a écrit parmi une œuvre monumentale, un livre majeur, le mythe de l'éternel retour. C'est pas l'éternel retour de Nietzsche, je ne parlerai pas de Nietzsche aujourd'hui, sauf si vous me forcez tout à l'heure. Mais je l'ai évacué de mon propos. Il y a des thèses majeures dans ce livre que je vais vous présenter rapidement. Donc que dit Eliade? Il dit dans toutes les populations archaïques, à travers toutes les mythologies que nous connaissons, partout à la surface de la Terre, on avait l'idée d'une origine merveilleuse. L'origine était idyllique. À l'origine des temps, il s'est passé des événements prodigieux, avec des dieux, des déesses, des demi-dieux, tout ce qu'on voudra. Et Eliade appelle ça le grand temps. Le grand temps. Le temps où tout s'est déroulé une première fois, et où les choses vont ensuite décliner d'une certaine manière. Après cette première grande boucle magistrale, majestueuse, on entre dans le temps historique. Et il faut savoir, Jacques Attali a écrit un livre sur le temps il y a quelques années, ou il a peut-être fait écrire, j'en sais rien, soyons pas mauvaise langue, il a peut-être écrit tout seul, il est capable de le faire, j'en suis plus persuadé, sur le temps dans lequel il dit très justement que l'homme archaïque méprise le temps historique. Il dit, il marche vers l'avenir, le dos tourné à l'avenir en regardant vers l'origine. Il a totalement raison. Eliade dit la même chose, il a emprunté cette idée à Eliade. Donc l'origine étant merveilleuse, quand on s'éloigne d'une origine merveilleuse, où voulez-vous qu'on aille? Ben, on décline. On s'éloigne de la perfection et on est de plus en plus loin de la perfection. Donc le temps historique est méprisé. Les civilisations archaïques n'ont aucun respect pour le temps historique. Il ne peut rien se passer au fond dans le temps historique. La seule chose d'intéressante dans le temps historique, c'est qu'il est l'écho du grand temps. On va retrouver dans le temps historique des événements qui sont un petit peu la pâle répétition de ce qui s'est passé au temps des origines. Donc la direction, c'est le déclin, c'est l'éloignement de l'origine parfaite. Le devenir est négatif. Et la fin maintenant? Ben, la fin, elle est relative, bien entendu, puisqu'on est dans une conception cyclique. Monsieur de la Palisse l'aurait dit mieux que moi. Sabrina confirmera que je citais souvent Monsieur de la Palisse, qui est un de mes maîtres à penser. Si on décline et si on arrive à une fin, ben cette fin elle est relative puisque les choses vont recommencer. On est dans ce temps de la nature, dans ce temps circulaire, les choses repartent ensuite pour un tour. Mais encore une fois, chacune de ces boucles historiques est, je dirais, un écho affaibli du grand temps des origines. Qu'est-ce qui nous a fait passer de ce temps archaïque, cyclique, au temps historique? Là, je me réfère totalement à Mircea Eliade. Je pense qu'il n'y a rien à corriger dans ce que nous a appris Mircea Eliade. Le premier peuple, vraiment le premier, à la surface de la Terre, qui a changé sa conception du temps, qui s'est mis à vivre dans une conception inouïe du temps, qui n'avait rien à voir avec celle des civilisations antérieures, ni avec celle des peuples qui l'entouraient, ce sont les Hébreux, et on a mis le preuve dans l'Ancien Testament. Les Hébreux ont inventé, comment, pourquoi, je n'en sais rien, une conception tout à fait révolutionnaire du temps et de l'histoire, qui est extrêmement différente, nous allons le voir, du temps cyclique archaïque. Pour la première fois dans l'histoire des hommes, le temps historique est valorisé. Il a un intérêt. Les événements qui se déroulent dans ce temps historique ont de l'intérêt. Les calamités historiques, par exemple, c'est-à-dire les épidémies, les défaites, les catastrophes, qui arrivent tout au long de l'histoire, sont considérés comme des événements intéressants, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. Ce sont des messages divins, alors que jusqu'alors on rapportait ces événements au grand temps des origines, changement de regard complet. On interprète ces événements qui sont inouïs, qui ne se renouvelleront pas. Une défaite, elle a lieu une fois, elle ne se reproduira pas à l'identique, rien ne se reproduit à l'identique. On est dans un temps linéaire, la flèche du temps. Donc, les Hébreux s'intéressent à ce temps historique et s'intéressent aux événements de l'histoire parce qu'ils considèrent que c'est le langage que Dieu leur parle pour savoir s'ils sont dans la bonne ou dans la mauvaise direction. L'origine elle-même est historique. C'est pas dans le grand temps que Moïse reçoit les tables de la loi, c'est à un moment très précis du calendrier humain, tel jour, à telle heure, il rencontre Jéhovah sans le voir, puisque il ne peut pas le voir comme vous le savez, et il redescend avec les tables de la loi. C'est historique. C'est pas du tout un mythe du temps des origines.
Et là, Mircea Eliade a une merveilleuse interprétation d'un épisode que vous connaissez certainement, parce que comme moi, vous êtes d'un âge certain. Je regrettais avec mes étudiants de voir l'ignorance totale dans laquelle ils étaient de la Bible, et aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, qui sont des textes qu'il faut connaître, quelle que soit sa religion ou son absence de religion. Ils ont marqué notre civilisation, il faut connaître ces textes. Il y a une interprétation magistrale du fameux épisode du veau d'or que vous connaissez, puisque vous avez comme moi un âge certain. Je répète. C'est quoi l'épisode du veau d'or? Moïse redescend du mont Sinaï avec les tables de la loi, et qu'est-ce qu'il découvre? Au pied de la montagne, son peuple agenouillé devant une idole, devant le veau d'or. Alors il s'énerve, parce qu'il n'est pas très zen, hein, Moïse. Aucun des héros de l'Ancien Testament n'est vraiment zen. L'Orient est très loin. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il brise les tables de la loi, il prend une colère terrible. Comment Eliade interprète cet épisode? De façon extraordinaire. Eliade nous dit, c'est précisément la rencontre, le choc, entre le temps historique que Moïse amène aux Hébreux, en redescendant de la montagne, et un peuple qui ne veut pas de ce temps historique, qui veut continuer à vivre dans le temps cyclique archaïque. Parce qu'en effet, ce temps historique, il a rencontré des résistances considérables, et on peut comprendre pourquoi. Hein. D'abord, il est plus cyclique, les choses ne reviennent pas, c'est quand même rassurant d'être dans un monde dans lequel tout revient. Et ensuite, c'est un temps qui exige une tension psychologique extraordinaire, puisqu'on est en train de regarder les événements. Ces événements vont se produire une seule fois, ils ont un sens caché qu'il faut essayer de deviner. Donc, les Hébreux ont résisté considérablement à ce nouveau temps que, à l'époque de Moïse, ou peu importe qui est le responsable, quelqu'un a voulu leur imposer une nouvelle temporalité. Et donc, très très belle interprétation de l'épisode du veau d'or. Le christianisme a pris le relais. Alors vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui refusent qu'on parle de judéo-christianisme. Je ne fais pas partie de cette troupe. Mais je pense en tout cas que sur le plan du temps, on a raison de parler de judéo-christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme a pris le relais et il a imposé cette conception qui serait restée la conception particulière du peuple hébreu à un grand nombre de civilisations. Le christianisme s'est étendu, comme chacun sait, et le christianisme est totalement dans le temps historique des Hébreux. C'est-à-dire qu'à l'origine aussi, il y a une catastrophe. Dans l'Ancien Testament, c'est le péché originel. Dans le Nouveau Testament, c'est la crucifixion de Jésus. Le temps est linéaire et irréversible. Les choses ne se reproduisent jamais deux fois. Et la fin est absolue, la fin des temps, l'Apocalypse. Et Eliade a cette très très belle idée que si les hommes ont fini par accepter le temps historique, d'abord les Hébreux, ensuite les chrétiens, et le Moyen-Âge nous donne 1000 preuves de ce que dit Eliade, ils l'ont accepté parce qu'ils étaient persuadés que c'était bientôt fini. Ils ont accepté le temps historique parce qu'il n'y en avait plus pour très longtemps, et que ce temps allait s'arrêter une fois pour toutes, parce qu'il est insupportable, ce temps historique, ce temps des catastrophes, ce temps irréversible, il est insupportable pour l'être humain. Et donc, le christianisme a eu l'intelligence, ou la ruse, comme on voudra, de maintenir des éléments cycliques, nombreux. Le christianisme, c'est un mixte intéressant d'éléments linéaires, comme l'hébraïsme, et d'éléments circulaires. Quoi de plus circulaire que le calendrier liturgique, hein? Noël, Pâques, Ascension, tout revient à l'identique d'année en année. Vous avez 1001 éléments circulaires dans le christianisme, qui fait que ce christianisme a pu diffuser le temps historique en l'édulcorant par de nombreux éléments empruntés au temps circulaire. Mais beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance à cette idée du temps historique, et il faut attendre presque 2 millénaires pour que ce temps historique soit accepté, grosso modo accepté par les hommes. Les choses se passent au XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle que véritablement l'idée du temps historique progressif fait son chemin. Pourquoi progressif? C'est très facile à comprendre. Si l'origine est merveilleuse, le temps nous éloigne de l'origine merveilleuse, donc le temps est déclinant. Si l'origine est catastrophique, on peut espérer qu'on ira un peu au-delà de la catastrophe et que les choses iront un peu en s'améliorant.
Donc le temps historique est nécessairement un temps progressif. Donc au XVIIe, vous avez les frères ennemis extraordinaires, aussi géniaux l'un que l'autre, difficile de les départager, j'en ai parlé un peu l'an dernier, René Descartes et Blaise Pascal. On a la chance d'avoir les deux génies du XVIIe siècle chez nous, ça ne s'est pas vraiment reproduit depuis. Donc Descartes et Pascal. Descartes, dans son discours de la méthode, 1637, donne à l'humanité un véritable programme de progrès technologique, scientifique. Il annonce une maîtrise de la nature, nous allons devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. J'ai parlé de tout ça l'an dernier, vous vous en souvenez. Donc il met en place un véritable programme. Il est persuadé qu'on va améliorer la vie, le corps, supprimer les maladies, peut-être devenir immortel. Les transhumanistes n'ont rien inventé, c'est chez Descartes tout ça. Et puis on a Pascal. Alors Pascal est réputé être l'antithèse de Descartes, et pourtant ils se rejoignent bien souvent. Pascal a écrit un traité du vide qu'il n'a pas publié, dans lequel vous avez des formules tout à fait magistrales. Pour la première fois, plus peut-être que Descartes, Pascal dit il ne faut pas respecter les anciens. Les anciens, ils ont jeté les bases de choses que nous allons développer, alors qu'on était à genoux devant les anciens. L'humanisme, c'était une sacralisation de l'Antiquité gréco-romaine. Non, les anciens sont des petits-enfants que nous allons dépasser dans toutes les disciplines, en arithmétique, en musique. Il fait la liste, la musique, la physique, la médecine, la géométrie, l'architecture, toutes les sciences. Et il a une formule magistrale qui sera reprise tout au long du XVIIIe siècle, que je vous lis. Toute la suite des hommes pendant le cours de tant de siècles doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. Formule géniale, que tout le monde va reprendre. L'humanité est un seul homme. C'est comme si c'était un seul individu qui ne cesse d'apprendre, de progresser, de creuser ses connaissances, d'approfondir son savoir, d'améliorer ses techniques. Alors ces deux germes qui sont plantés au XVIIe par ces deux génies qui sont René Descartes et Blaise Pascal, ils vont se développer au XVIIIe siècle. Vous savez aussi bien que moi que le XVIIIe siècle, c'est vraiment le siècle du progrès. C'est le siècle où ce qu'on pourrait appeler l'idéologie progressiste, pour aller vite, on y reviendra, prend tout son essor. Tous les philosophes du XVIIIe croient au progrès, tous, y compris Rousseau. Parce que là, on fait des contresens assez scandaleux. On voit dans Rousseau un ennemi, quelqu'un qui serait aux antipodes de la philosophie des Lumières. C'est totalement inexact. C'est tellement inexact que Rousseau invente un mot. Il n'invente pas beaucoup de mots, il y a très peu de néologisme chez Rousseau. Il invente un mot qui est le mot perfectibilité. On ne peut pas être plus progressiste que ça. Rousseau dit ce qui distingue l'homme des animaux, c'est pas la raison. Les animaux ont de la raison, peut-être parfois plus que nous. Nous, on est un peu fous, souvent. C'est pas la conscience, ils ont certainement un peu de conscience d'eux-mêmes. C'est la perfectibilité. Les animaux répètent à l'identique les mêmes gestes de génération en génération. L'homme, grâce à son langage, transmet ses connaissances et chaque génération va un peu plus loin que la précédente. On retrouve la formule pascalienne que Rousseau reprend complètement. Perfectibilité. Toute l'humanité avance continuellement. Donc tout le monde va reprendre cette idée au XVIIIe. Il n'y a pas un philosophe du XVIIIe qui n'est pas progressiste, qui n'apporte pas sa petite pierre à cet édifice gigantesque qui est l'idéologie progressiste. On a Kant, évidemment, grand lecteur de Rousseau. Kant qui écrit en 1784 un très joli petit texte, très court, que je recommandais à mes étudiants, parce que parfois ils n'aimaient pas trop lire des choses très longues. Ça fait une quinzaine de pages. L'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. C'est intéressant parce que le titre est presque aussi long que l'œuvre. Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Bon, vous avez presque tout lu là. Tout petit texte. Et Kant écrit, grand admirateur de Rousseau, on peut envisager l'histoire humaine, en gros, comme la réalisation d'un plan caché de la nature pour produire une constitution politique parfaite. Alors pourquoi une constitution politique parfaite? C'est très simple à comprendre. Parce qu'il est lecteur de Rousseau et qu'il a compris qu'il y a une thèse progressiste chez Rousseau, contrairement aux Français qui haïssaient Rousseau pour d'autres raisons. Kant constate que si on n'a pas une société bien organisée, si on vit dans le désordre, la pagaille, si on s'entretue, il n'y a pas de progrès possible, bien évidemment. Donc, la société bien organisée, elle est la condition
du progrès de la connaissance, du progrès de l'éducation, de tous les progrès possibles et imaginables. Voilà pourquoi Kant considère que la nature nous pousse dans une direction, semble nous pousser, il est très prudent, hein, ce n'est pas une affirmation dogmatique. Si je regarde l'histoire, j'ai l'impression que la nature nous pousse dans cette direction, elle nous mène vers une constitution, elle nous mène par des ruses intéressantes. Il invente presque la ruse de la raison, dont parlera Hegel. Elle nous met en conflit pour aller dans cette direction. Alors on arrive au 19e siècle. Vous voyez, je vais très vite, je parcours à la vitesse grand V l'histoire des idées, pour ne pas vous fatiguer, et pour qu'on puisse ensuite échanger au maximum, parce que c'est ça l'important. On arrive au 19e, et donc dans la lignée des philosophes des Lumières, vous avez les grandes philosophies de l'histoire du 19e siècle. Au premier chef, Hegel. Hegel, immense penseur, un génie, le mot n'est pas trop fort. Il construit la plus grande philosophie de l'histoire jamais accomplie. Il écrit une œuvre monumentale consacrée à l'art, à l'histoire, à l'État, au droit. Il fait des cours sur ces sujets qui accueillent un public énorme d'étudiants. Il est célèbre. Il conseille les grands politiques de la Prusse, de son époque. Et donc, il bâtit cette grande philosophie de l'histoire dans laquelle il montre qu'il y a une ruse de la raison, effectivement, que nous sommes un peu manipulés, les humains, par quelque chose qui nous dépasse et qui nous pousse à aller dans la direction de l'amélioration de la société, de l'amélioration du droit, l'amélioration des connaissances. Vous avez ça dans La raison dans l'histoire et dans les grandes œuvres de Hegel. Deuxième grand nom, le disciple de Hegel qui s'appelle Karl Marx. Alors c'est vrai que Karl Marx a infléchi considérablement la pensée de Hegel, il a fait dériver en direction d'une vision socialisante que chacun connaît, mais il ne faut jamais oublier, je le rappelais énergiquement aux marxistes, du temps où cette espèce était encore sur cette planète, n'oublions jamais que Marx a écrit, c'est la seconde postface du Capital, si ma mémoire est bonne, « Je n'ai pas changé une virgule à la dialectique de Hegel ». Je n'ai pas changé une virgule à la dialectique de Hegel. Donc Marx est un hegelien qui s'avoue hegelien. Et puis le troisième nom à citer, il est français, il s'appelle Auguste Comte. Auguste Comte, avec son positivisme, bâtit une théorie du progrès de la connaissance tout à fait remarquable, extraordinaire en un certain sens. Et il y a 15 jours à peine, on était sur cette esplanade, on avait la semaine brésilienne, et j'apprenais à mes amis brésiliens, ce qu'en général ils ne savent pas, ils l'ont oublié, et c'est dommage, que la devise qu'il y a sur leur drapeau, et vous vérifierez ça lors du prochain match du mondial, Ordem et Progresso, ordre et progrès, elle vient d'Auguste Comte. Auguste Comte a eu beaucoup plus de succès au Brésil, en Argentine, dans toute l'Amérique du Sud, il a été divinisé en Amérique du Sud, qu'en France. Alors c'est vrai que c'est un personnage bizarre, il voulait devenir le pape du positivisme, donc il est un peu frappadingue. Mais c'est quand même un grand monsieur, et qui a influencé considérablement, et vous avez une devise d'un philosophe français, c'est unique. Hein, sur le drapeau brésilien, vous avez ordre et progrès, ça vient d'Auguste Comte au XIXe siècle. Donc dans la première moitié du XIXe, avec Hegel, avec Marx, avec Auguste Comte et quelques autres, on est toujours, on pourrait dire que le XVIIIe siècle finit au milieu du XIXe. Les dates butoirs sont factices, les historiens le montrent souvent. On est encore dans cette philosophie des Lumières. Et il faut attendre la deuxième moitié du XIXe pour qu'on ait des interrogations, des doutes et des soupçons. Alors un énorme soupçon, ça sera Nietzsche, mais j'ai dit que j'en parlais pas, et je reste fidèle à mon engagement. Un soupçon extraordinaire, c'est celui d'un grand Français, qu'on cite trop peu souvent, qui est en même temps un grand mathématicien, il a fait des découvertes en statistique, etc. Très très grand monsieur, il s'appelle Antoine-Augustin Cournot. Très très grand monsieur. Antoine-Augustin Cournot publie en 1872 un ouvrage qui a pour titre, là aussi le titre est un peu long, on aime bien les titres longs à l'époque, « Considération sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes ». C'est un ouvrage absolument magistral. C'est le premier livre qui se rend compte que le progrès, au fond, c'est une croyance. Ce n'est pas un fait du tout, le progrès. Ni en direction du passé, parce qu'on n'a pas de critère qui permet de montrer que vraiment on s'est amélioré. C'est très difficile, Lévi-Strauss le répétera au XXe siècle.
Et bien sûr, encore moins en direction de l'avenir, parce qu'on ne sait pas du tout si demain sera meilleur qu'hier. Personne ne le sait. Donc le progrès est une croyance. C'est plus qu'une croyance, dit Cournot, c'est une religion. Et je vais vous lire le texte superbe, je vous lis quelques lignes qui se suffisent presque à elles-mêmes. Je ferai un tout petit commentaire, mais à la limite, il n'y a pas besoin de commentaire. Tout est dit. Considération sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes, 1872. Je lis. Aucune idée, parmi celles qui se réfèrent à l'ordre des faits naturels, ne tient de plus près à la famille des idées religieuses que l'idée de progrès. Aucune idée n'est plus propre à devenir le principe d'une foi religieuse pour ceux qui n'en ont plus d'autres. Je vais quand même faire un petit brin de commentaire au fur et à mesure. Pour ceux qui n'en ont plus d'autres, très intéressant. Le progrès, je vais paraphraser un philosophe français d'aujourd'hui, on pourrait dire c'est la religion des hommes sans religion. C'est la religion des hommes sans religion. C'est la religion qui a pris le relais des anciennes religions un peu moribondes. Foi religieuse pour ceux qui n'en ont plus d'autres. Elle a, comme la foi religieuse, la vertu de relever les âmes et les caractères. L'idée de progrès indéfini, c'est l'idée d'une perfection suprême. C'est donc, au fond, l'idée du divin. On ne peut pas mieux dire. C'est l'idée du divin. L'idée du progrès indéfini qui nous mènera à un état de perfection finale. Ça sera repris par Teilhard de Chardin, le jésuite, au XXe siècle. C'est l'idée du divin. Il ne faut pas non plus s'étonner que le fanatisme, génial d'avoir écrit ça en 1872, il ne faut pas s'étonner que le fanatisme y trouve un aliment et que la maxime qui tend à corrompre toutes les religions, on est en plein dedans aujourd'hui, hein, quelle maxime? Celle que l'excellence de la fin justifie les moyens, corrompt aussi la religion du progrès. Comme toute religion, la religion du progrès aura ses fanatiques, et la première moitié du XXe siècle en a vu les plus tragiques épisodes. Au nom du progrès, on va assassiner, massacrer par millions ceux qui sont supposés entraver la marche du progrès. Donc la rigueur des analyses de Cournot est magnifique. Les quelques lignes que je vous ai lues ne donnent qu'un aperçu limité de ce qu'il a écrit. Ses successeurs n'auront plus qu'à emprunter à Cournot ses arguments. Mais on a un peu oublié Cournot ensuite. Pendant 40 ou 50 ans, c'est la Première Guerre mondiale, l'horreur, le massacre, la guerre civile européenne, les millions de morts de la Première Guerre mondiale qui ont fait ressurgir un petit peu les interprétations de Cournot qu'on va retrouver chez Paul Valéry, chez quelques autres. L'un des plus beaux réveils des idées de Cournot, vous le trouvez chez un personnage important, Jean Grenier. Vous savez tous que Jean Grenier était le professeur d'Albert Camus, le maître d'Albert Camus. Jean Grenier a publié en 1938 un texte absolument remarquable, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais lu, il n'a pas pris une ride, Essai sur l'esprit d'orthodoxie. Essai sur l'esprit d'orthodoxie. C'est un des premiers ouvrages du XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, qui dénonce les idéologies aussi bien communistes que nazies. Jean Grenier écrit à propos du progrès, on retrouve Cournot, il s'agit d'un mythe, religion, et c'est en tant que tel que le progrès a acquis la puissance considérable qu'il a sur les esprits. C'est en tant que mythe. C'est parce que c'est un mythe, c'est parce qu'il est religieux, que ce thème du progrès a pénétré les esprits et qu'il excite les volontés et les appétits. Il a bien sûr en vue, Jean Grenier, en 1938, les idéologies qui ont ou qui vont massacrer par millions les humains, le communisme et le nazisme. Ces idéologies progressistes, elles sont toutes les deux progressistes, ne l'oublions jamais. Elles ont l'idée d'une histoire qui arrive vers une fin magnifique, la société sans classe pour l'un, le Reich de Milan pour les autres. Ces idéologies n'hésiteront pas à massacrer par millions, c'est nouveau dans l'histoire quand même. Hélas, hélas ou tant mieux, j'en sais rien. Elles vont massacrer par millions les individus qui sont supposés retarder l'avènement de ce paradis sur Terre qui sera la société sans classe pour les communistes ou le Reich de Milan pour les nazis. Ensuite, deuxième événement évidemment considérable, c'est l'Holocauste. C'est l'Holocauste qui a bouleversé les esprits et les sensibilités. Et là, vous avez un autre ouvrage que
vous connaissez certainement, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit ce soir, c'est Georges Steiner dans Le Château de Barbe Bleue, note pour une redéfinition de la culture. Si vous n'avez pas lu ce livre, il faut vous précipiter, c'est un bijou absolu. Que dit Steiner? Il dit « c'en est fini de la philosophie des Lumières ». Qui pourrait prétendre que l'Allemagne a sombré dans le nazisme parce que c'était un peuple inculte, sans culture, barbare, une aberration totale. Je cite Steiner, « Nous comprenons maintenant que les sommets de l'hystérie collective et de la sauvagerie peuvent aller de pair avec le maintien et même le renforcement des institutions, de l'appareil et de l'éthique de la haute culture. » L'Allemagne était le pays le plus civilisé, le plus cultivé, le plus raffiné de l'Europe. Et c'est elle qui a expédié les Juifs dans les chambres à gaz. Il écrit un peu plus loin, il faudrait citer toutes les phrases, tellement ce livre est extraordinaire, des hommes comme Hans Frank, qui avaient la haute main sur la solution finale en Europe de l'Est, étaient des connaisseurs exigeants et parfois même de bons interprètes de Bach et de Mozart, des musicologues avertis, bons interprètes de Bach et de Mozart. On compte parmi les ronds de cuir de la torture ou de la chambre à gaz des admirateurs de Goethe ou des amoureux de Rilke. Tout est dit. Steiner établit le faire-part de deuil de la philosophie des Lumières, de la philosophie progressiste du XVIIIe et XIXe siècle. Nous ne pouvons plus croire mécaniquement, aussi simplement, que le progrès de l'éducation, de la culture, le raffinement, la pratique des arts nous mettent à l'abri de la barbarie. La preuve est faite que non. Ça ne nous met pas du tout à l'abri de la barbarie. Autre événement, évidemment, qui va ébranler considérablement l'idéologie progressiste, les catastrophes écologiques. Au premier chef, on a évidemment Hiroshima. J'ai toujours considéré, je pense que je le disais à mes étudiants, Sabrina ne me contredira pas, j'ai toujours considéré que le 6 août 1945, c'était sans doute la date la plus importante de tout le XXe siècle. Pourquoi? Certains savants avaient émis l'idée, effectivement, d'une disparition de l'espèce humaine. Elle n'est pas nouvelle, l'idée. Mais pour la première fois avec Hiroshima, c'est la planète entière qui prend conscience qu'on est peut-être une espèce promise à la disparition. Que rien ne dit qu'on sera encore là dans un siècle, on va peut-être tous s'entretuer, il va peut-être y avoir une catastrophe nucléaire qui fera disparaître non seulement l'humanité, mais la vie entière de la planète. Les auteurs de science-fiction avaient jeté les bases un petit peu de tout ça. Donc le 6 août 1945, la planète entière comprend que nous ne sommes pas forcément voués à un chemin de progrès, d'amélioration, et que rien ne dit que nous allons vers le paradis sur Terre. Ensuite, on a eu bien sûr les grandes catastrophes écologiques, pétrolières, la Boko-Cadiz, chimiques, Bhopal en Inde, et j'en passe. Et puis le dernier événement qu'on a pris en plein dans la figure, c'est le retour du fanatisme religieux et du terrorisme avec l'islamisme, auquel j'ai consacré un livre en 2017. Et là, je vous conseille un ouvrage, même si je ne suis pas d'accord, vous voyez, comme je suis bienveillant, je recommande des ouvrages avec lesquels je suis en désaccord. C'est Robert Heidegger, Le progrès, point final. Le titre est parfaitement clair. Vous avez tous entendu parler de Robert Heidegger, c'est ce professeur de philosophie, qui enseignait à Toulouse, qui, ayant écrit un article mal perçu par les islamistes dans le Figaro, a dû abandonner l'enseignement, il a été menacé de mort par les islamistes, il a dû quitter l'enseignement et il vit aujourd'hui, quand je le rencontre dans des fêtes du livre, il a 2 gardes du corps, il vit caché, il est toujours menacé de mort aujourd'hui, personne n'a levé la punition qui pèse sur ce malheureux Robert Heidegger. Alors que dit-il dans le progrès point final? C'est un peu le faire-part de deuil, là encore, du progressisme. Il constate que l'idée de progrès a quand même résisté un peu, malgré les catastrophes, malgré l'Holocauste, malgré les guerres mondiales, malgré Hiroshima, parce qu'il y a beaucoup d'inertie dans le monde intellectuel. Les idées, on a du mal à s'en défaire. Les idées auxquelles ont cru les parents des parents de nos parents, on a du mal à les envoyer à la poubelle. Donc le progrès a quand même un peu résisté, jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment le coup de grâce pour Robert Heidegger, et il sait de quoi il parle, pour les raisons que j'ai indiquées, c'est le terrorisme islamiste. Personne ne s'attendait à un retour du religieux, à un retour
du fondamentalisme religieux, à un retour du terrorisme religieux, à un retour du fanatisme. Personne ne l'avait prévu. Je faisais régulièrement, Sabrina pourra peut-être le confirmer, je faisais des paris avec mes étudiants. Des paris gagnants, parce que mon salaire ne me permettait pas de faire des paris perdants. Je disais à mes étudiants, j'aurais répété ça pendant des années, si l'un d'entre vous trouve dans un livre, un article de sociologie, de philosophie, 10 lignes seulement, qui annonce au moment où Khomeini s'empare, est en France, pardon, qu'un régime islamiste va s'installer en Iran, et qu'à partir de là, l'islamisme va faire tache d'huile au Moyen-Orient et ailleurs, je vous offre une caisse de champagne millésimée. J'étais tranquille. Sinon, j'aurais pas parié. Je suis pas fou. Personne n'avait prévu ça. Et donc, Robert Redeker montre magistralement comment, effectivement, cet islamisme, ce terrorisme a surpris tout le monde. Et comment, aujourd'hui, au fond, c'est un peu la santé qui reste le petit résidu progressiste, mais qui n'est plus du tout de l'ordre du progrès. On pense qu'on va quand même un peu améliorer le corps, éradiquer certaines maladies. La santé, c'est notre nouvelle religion, dirait Redeker dans son livre. Je vous renvoie, parce que je ne veux pas aller plus loin et je ne veux pas alourdir mon propos. Je crois vous l'avoir dit l'an dernier. J'écris des chroniques dans un site qui s'appelle iPhilo, qui a été créé par les étudiants de Sciences Po Paris. J'en ai écrit 25, je crois, aujourd'hui. Donc ces chroniques sont sur Internet. Vous tapez iPhilo, I-P-H-I-L-O, vous tapez Granarolo dans les contributeurs et vous trouvez toutes mes contributions. J'ai fait une critique du livre de Robert Redeker sur le site iPhilo. Donc si vous voulez vous y reporter, vous verrez en quoi je suis en désaccord avec lui. Mais ce qui complique le débat, c'est qu'un an après le livre de Redeker, 1 an et demi, on voit apparaître en librairie, chez Plon, l'ouvrage d'un journaliste, historien, je ne sais plus de quelle nationalité il est. Il est suédois, voilà, nul n'est parfait. Et on traduit son livre, chez Plon, Johan Norberg, oui, effectivement le nom m'aurait dû me permettre de deviner qu'il n'était pas camerounais. Donc Johan Norberg, non, ce n'était pas mieux avant. 10 bonnes raisons d'avoir confiance en l'avenir. Un livre extrêmement troublant. Je suis sorti troublé, voilà, je ne vois pas d'autres mots, de ce livre. Contrairement à tout ce que nous répètent les médias, qui effectivement sombrent dans le catastrophisme, l'auteur montre que tout va bien, ou presque. On n'a jamais aussi peu souffert de la faim dans le monde, et il donne des chiffres qui semblent des chiffres indiscutables, empruntés aux plus grands organismes. C'est pas grave, je les distribue à la foule. On n'a jamais aussi peu souffert de la faim, on n'a jamais été aussi peu malade, il n'y a jamais eu aussi peu d'illettrisme. Le nombre d'illettrés aujourd'hui dans le monde correspond au nombre de gens qui savaient lire au XVIIIe siècle. Intéressant quand même comme chiffre. Donc vous avez des dizaines de chiffres tout au long du livre qui sont plus troublants les uns que les autres. Merci beaucoup, jeune homme. Voilà, qui sont plus troublants les uns que les autres. Alors on n'est pas obligé d'être d'accord. Je suis certain qu'il y a beaucoup à contester dans cet ouvrage. Mais enfin, ceci pour vous dire que à 1 année et demie d'intervalle, on a eu un faire-part de deuil du progrès avec Robert Redeker en France, et un livre qui nous dit non, ce n'était pas mieux avant, c'est plutôt mieux aujourd'hui, de Johan Norberg. Donc pour conclure, je vais emprunter à mon ami Cyrulnik, que nous aurons le plaisir de revoir à la Garde dans quelques mois, je le signale. J'ai le plaisir d'emprunter, et il m'y autorise, à mon ami Cyrulnik une phrase qu'il utilise très régulièrement. J'espère que vous êtes arrivés ici avec des idées claires et que vous repartirez avec des idées confuses. Merci de votre attention. C'est clair. Alors Sabrina, tu viens avec moi, je vais te présenter. Donc voilà, mon ancienne cagneuse, aujourd'hui professeur de philosophie. Je suis vraiment très très heureux, c'est un bonheur pour un professeur de philosophie de passer la main de cette façon-là.
Sabrina animera l'Agora de la semaine prochaine sur progrès et technique. Voilà, tu veux dire peut-être un mot pour résumer? Non, tu veux pas. Non, voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, on terminera le 19 par l'idée de dignité de l'homme. Voilà, maintenant la parole va être à vous. La chef du service culturel, qui ne sait pas déléguer les tâches, va s'occuper elle-même de distribuer le micro. Donc, la parole est à vous et c'est le moment le plus important et le plus intéressant. Donc, n'hésitez pas à interroger, à contester, à exprimer de façon un peu concise, évidemment. Je pense à mon ami là-bas, qui a parfois tendance à faire des conférences très longues. Voilà, donc essayez d'être un peu ramassé pour qu'on puisse échanger au maximum et que le plus grand nombre d'entre vous puisse prendre la parole. Voilà, le micro est à vous, n'hésitez pas. Merci. Comment comprendre actuellement que la majorité des jeunes, et quand je dis les jeunes, je vais jusqu'à 35-40 ans, n'ont aucune connaissance précise de l'histoire, de ce qui s'est produit, vivent avec, on le voit tous les jours, avec le portable à la main, et se font bringuer dans tous ces phénomènes sociaux. Comment on peut expliquer ça? Parce que qu'est-ce que ça va donner demain, pas la France, mais l'humanité, dans tous les pays c'est pareil, qu'est-ce que ça va donner après si ces gens-là, ils sont légion, pour moi ils n'ont pas une vue du passé, ils vivent le moment présent, et puis c'est tout, quoi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, c'est une question tout à fait essentielle. Je pense que Sabrina vous répondra un petit peu, donc la semaine prochaine, je ne vais pas marcher sur ces plateformes. J'ai signalé tout à l'heure quelque chose qui m'a un peu troublé dans les dernières années de ma carrière, c'est quand j'observais l'ignorance radicale de connaissances religieuses. Et c'est moi le Nietzschéen qui parle. J'ai eu un maître qui s'appelait Eric Weil, c'était un grand monsieur à Nice qui était venu terminer sa carrière. J'ai eu la chance d'avoir ce professeur, grâce à qui j'ai eu mon agrégation, c'est vraiment grâce à lui, qui nous disait il est aberrant de ne pas avoir lu l'Iliade et l'Odyssée et la Bible. C'est les deux textes qui ont animé les artistes, les intellectuels pendant 2 millénaires. Si vous ignorez ces deux textes, vous êtes condamné à rien comprendre à ce qui s'est passé pendant 2 millénaires. Il avait totalement raison, totalement raison. Bien. Donc ignorance effectivement religieuse et ignorance historique un petit peu crasse. Je vais vous faire une confidence. Je crois que déjà au temps de Sabrina, j'y avais renoncé. Pendant mes premières années en classe prépa, parce qu'au début j'ai eu des terminales pendant quelques années, puis après j'ai eu la chance d'avoir un service complet en Hippocagne, Cagne et classe prépa au commerce, j'avais concocté un petit test de culture générale. Il y avait 5 connaissances d'histoire littéraire, 5 questions d'histoire littéraire, 5 questions d'histoire politique, voilà. Bon, il y avait 20 questions et 2 questions d'orthographe. J'ai fait passer ce test pendant 4 ou 5 ans et puis j'ai dû renoncer parce que j'étais ensuite en dépression pendant 6 mois, tellement les résultats étaient absolument aberrants. Des élèves littéraires qui sortaient de seconde et de première littéraire et de terminale étaient incapables de me citer 3 romanciers du 19e siècle. Les bras m'en tombaient. Incapables. J'avais la moitié de la classe qui n'était pas capable de me citer 3 romanciers du 19e siècle. Voilà, donc c'est vrai qu'on a un effondrement de la culture générale et ce qui m'intéresse dans votre question, c'est aussi le problème de l'éphémère. Il est certain qu'on est dans une civilisation et ce qui rassure, heureusement, sinon on serait tous en dépression. Moi, je regarde régulièrement les publications sur Facebook de Sabrina et je me régale parce que Sabrina, elle leur fait pas de cadeaux, hein, à ses élèves. Si vous saviez ce qu'elle dit, moi, j'oserais pas dire ça. Hein, allez voir sur Facebook ce que dit Sabrina Cochin sur ses élèves par rapport à l'utilisation qu'ils ont des réseaux sociaux, de Facebook, etc. Bien. Donc, c'est vrai que c'est un véritable problème, difficile à mesurer. Difficile à mesurer, mais effectivement, on est dans l'empire de l'éphémère, comme disait Gilles Lipovetsky, que j'ai bien connu, que j'avais invité à parler à mes étudiants. Donc, c'est un véritable problème. Il est certain que sans connaissance de l'histoire, l'homme est infiniment manipulable, il ne comprend pas bien ce qui lui arrive et ce qui le menace. Donc, c'est très inquiétant, le manque de connaissances historiques. Et j'ai dit que je ne parlais pas de Nietzsche, mais bon, vous me connaissez, hein. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher, 30 secondes.
je vous renvoie aux considérations inactuelles de Nietzsche, écrites entre 1873 et 1876. Vous allez voir que c'est extraordinaire. C'est le premier philosophe du 19e qui a compris ce que vous êtes en train de dire. Et qui a une explication un peu bienveillante, parce qu'il n'est pas toujours bienveillant, mon ami Nietzsche. Il a une explication un peu bienveillante. Il dit, j'ai l'impression que les jeunes un peu se protègent parce que le savoir s'accumule, les connaissances sont de plus nombreuses, le savoir se spécialise à outrance. Alors j'ai l'impression que pour se protéger un peu de tout ça, ils s'enferment dans l'instant. Il leur trouve presque une excuse. Est-ce qu'il a raison ou tort? Mais il y a des très beaux textes de Nietzsche sur ce sujet. Donc moi je vous rejoins complètement. Je n'ai pas de diagnostic plus précis que le vôtre. Mais il est certain que nous sommes entrés dans cette ère de l'instant, de l'éphémère, et que ce n'est pas rassurant. En même temps, ne jetons pas trop la pierre aux jeunes générations, ceux qui les ont éduqués, parce que vous savez, les stoïciens dont je vous ai parlé il y a 2 ans, quand ils entendaient l'expression mal élevé, ils disaient, qui a mal élevé les mal élevés, hein, bon. Qui a mal élevé les mal élevés? Qui sont les mauvais éducateurs? Bon. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un livre, pardonnez-moi de citer beaucoup de livres, mais bon, c'est comme ça que j'ai appris des choses. Hein. On n'apprend pas tout seul. Vous avez un Américain, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Christopher Losch, L-A-S-C-H, qui dans les années 60 avait été favorable au mouvement hippie, à la révolution sexuelle, à tout ce qu'on a vécu dans les années 60, et qui vire sa cutie, si vous me passez l'expression, en 70-71, et qui écrit un très beau livre, en américain, The Culture of Narcissism, ça a été traduit par le complexe de Narcisse en français, où il dit, effectivement, j'ai l'impression, dit Christopher Losch, que ces hommes qui se présentent à la recherche du bonheur sont en fait extrêmement angoissés. Hein. Ils ont peur du temps qui passe, ils ont peur de vieillir, d'où le succès des opérations esthétiques et de toutes les techniques visant à vieillir le plus lentement possible, les mamans qui s'habillent comme leur fille de 16 ans, et j'en passe. Bon. Et Christophe Lodge disait, j'ai l'impression qu'au fond, les enfants, c'est devenu très gênant. C'est ce qui nous empêche d'aller au sport d'hiver, et de faire des croisières en Méditerranée. Bon. Et voilà, il disait pas que des sottises dans ce livre-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une sorte d'abandon à un moment donné, dans une époque marquée par l'hédonisme? L'éducation, c'est très ingrat. Hein. J'ai parlé de Kant tout à l'heure, il écrit de très beaux textes de Kant sur l'éducation. C'est ingrat, pourquoi c'est ingrat l'éducation? Vous élevez un enfant pour qu'un jour il vous fasse un bras d'honneur. C'est évident. Vous ne l'élevez pas pour qu'il reste votre esclave, vous l'élevez pour qu'il soit indépendant et qu'il n'ait plus besoin de vous. S'il vous aime encore, tant mieux pour lui et pour vous. Mais ce n'est pas le but. Vous l'élevez pour qu'il soit un être libre. Éduquer, c'est éduquer à la liberté et à l'indépendance. Bon. Donc c'est vrai que l'éducation, elle exige un peu de croyance, un peu de foi. Donc c'est vrai qu'elle était liée. On retrouve l'idéologie progressiste grâce à votre question. Hein. Pour éduquer un enfant, il faut peut-être être un peu progressiste. Il faut penser qu'il va aller un peu au-delà de vous-même et que ses enfants iront un peu. Mais si on n'est pas progressiste du tout, finalement, je vais transmettre quoi et pourquoi? Ah oui, c'est ça. Donc j'ai invité là, à Témar, au mois de février, mon ami Maffezoli, qui est monsieur que j'aime beaucoup, même si là aussi je suis souvent en désaccord avec lui. Maffezoli montre bien qu'on avait une sorte de configuration progressiste, politique, tous les éléments se tenaient, on avait une vision du monde qui était cohérente et qui s'écroule, voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Hein. Pour l'instant, on est effectivement dans une configuration un peu hédoniste, un peu tribale, un peu, voilà. Alors Maffezoli n'est pas trop inquiet, parce qu'il pense que l'histoire a toujours rebondi et repartira, mais ça, c'est le temps cyclique. Mais il est certain que... Je prends un autre exemple. Encore une référence, désolé, hein. Vous ne lirez pas tout ce que je vous dis, sinon je vais vous gâcher l'été. Mais vous pouvez aussi. Il y a un philosophe français que j'aime bien, je cherche son nom, mais il me reviendra, qui a écrit La fin de l'autorité, qui montre comment effectivement le système d'autorité, le maître qui détient un certain pouvoir, parce qu'il est censé avoir les connaissances, il est respecté, ça faisait partie de toute une configuration qui est en train de s'écrouler aussi. Vous voyez, donc tout ça, c'est très intéressant. Autrement dit, c'est le mot que je voulais dire en conclusion et que j'ai omis pour aller vite. Il est relativement simple de décrire ce qu'on va appeler pompeusement le paradigme progressiste, voir comment cette vision avait sa cohérence, mais il est beaucoup plus difficile de savoir où on en est et encore plus difficile de savoir où on va. Ça, c'est très 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 difficile. Bien. Il y a quelqu'un qui veut parler là-haut.
tu peux aller t'asseoir, si tu en as marre, tu peux rester là. C'est comme tu le sens. Si tu es bien là, tu restes. Oui, merci pour votre exposé. Merci, monsieur. Intéressant. Il semble bien que la notion de progrès soit inséparable. Ah pardon, je ne vous voyais pas, excusez-moi. Oui, soit inséparable de la conception linéaire du temps. Tout à fait, c'est ce que j'ai essayé de montrer. On est tout à fait d'accord. Lorsqu'on se reporte à des philosophies asiatiques, notamment au bouddhisme, qui n'ont pas été influencées par cette conception-là, cette conception linéaire du temps, liée à la Torah. Pour un bouddhiste, le fait qu'il y a un début et une fin, ça n'a pas de sens, puisque tout a toujours existé. Tout a toujours existé. Et tout continuera toujours, n'est-ce pas? Donc, la notion de progrès ne me semble pas exister dans la conception bouddhiste, dans la philosophie bouddhiste, sauf s'il s'agit du progrès individuel. Mais pas du progrès d'une société, un alpha et un oméga pour la société, ça ne semble pas exister. Alors merci de ce rappel important et intéressant. Je suis totalement d'accord avec ce que vous venez d'exprimer. Il est certain qu'avec l'Orient, on est dans des conceptions qui demeurent des conceptions soit cycliques, c'est surtout le cas de l'Inde, avec les fameux 4 âges, mais qui n'est pas absente non plus de l'Extrême-Orient ou de la Chine. Cyrulnik, dans une conférence qu'on avait menée en duo il y a quelques années, avait fait cette remarque qui m'avait beaucoup troublé. Il disait en France, on est très inquiet par la dégradation des personnes âgées, par l'Alzheimer. Or, il revenait d'un voyage en Chine avec François Julien, qui est notre meilleur philosophe sinologue français. Il disait, mais pas du tout. En Chine, ils ne sont pas inquiets du tout. Au contraire, le vieillard redevient enfant et il est en chemin vers sa nouvelle existence. Et quand un bébé vient au monde, il racontait une deuxième anecdote. La famille vient autour. Alors, comment ça s'est passé, votre voyage? Est-ce que vous vous souvenez de vos existences antérieures, etc., etc. Bien. Alors ensuite, il y a une autre conception à laquelle je m'intéresse beaucoup, sur laquelle je travaille. Et peut-être que le livre que j'ai écrit avec mon amie Virginie Langlois finira par sortir sur le sujet. C'est effectivement le bouddhisme au sens très large du terme. Avec cette idée, effectivement, que le temps n'existe pas véritablement. Que il y a une dimension dans laquelle tout existe de façon intemporelle. Et que la temporalité n'est qu'un reflet plus ou moins superficielle de choses beaucoup plus fondamentales auxquelles on essaye de se relier par des pratiques, par la méditation. Je suis tout à fait passionné par ces choses-là. Mais vous avez entièrement raison de dire que... Alors, une question, vous avez peut-être la réponse, parce que moi, je viens aussi ici pour que vous me donniez des réponses à mes angoisses philosophiques. Une question que je me pose à laquelle je n'ai pas du tout la réponse, c'est la question de l'occidentalisation du monde. Vous avez totalement raison et je suis entièrement d'accord avec vous, mais il est certain que la technologie occidentale, parce qu'elle est d'origine occidentale, la technologie, il n'y a aucun doute à ce sujet, elle est le fruit des sciences du XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle. Est-ce qu'elle n'a pas occidentalisé le monde de telle façon qu'il y a aussi une vision progressiste qui est en train de s'imposer dans des pays qui étaient en dehors de ce schéma? Je n'ai pas la réponse, hein, je ne sais pas. Est-ce que la conception non judéo-chrétienne va résister à cette vague technologique? Peut-être que Sabrina nous en parlera un petit peu la semaine prochaine. J'ai pas la réponse, je sais pas. C'est une question, à mon avis, difficile. Je crois et je ne crois pas à la fois à l'occidentalisation du monde, donc c'est un grand débat. Au fond de moi, j'espère qu'il n'y a pas occidentalisation, ça veut dire qu'on va garder une diversité, ça c'est mon côté nietzschéen. On va garder de la pluralité sur cette planète. Et en même temps, j'ai beaucoup lu Lévi-Strauss, j'ai beaucoup lu Nietzsche aussi, déjà, dès le 19e, des penseurs qui s'inquiètent d'une certaine uniformisation de la planète, qui serait une perte, parce que, qu'on le veuille ou non, la diversité culturelle fait partie de notre richesse, et c'est le génie de l'homme que d'avoir produit, ça aussi, Rousseau parlait de perfectibilité, mais une deuxième différence entre l'homme et l'animal, c'est qu'à l'intérieur d'une espèce, les animaux sont assez interchangeables, et alors que l'homme, étant un être de culture, a construit des façons de vivre, de penser, de raisonner, d'aimer extraordinairement différentes.
à la surface de la Terre. Et qu'aujourd'hui, nous vivons une certaine uniformisation. Jusqu'où, j'en sais rien, personne n'en sait rien. Donc merci pour cette question qui est très très exacte. Une question ici, il y en avait une là-haut aussi peut-être. Oui, il y a monsieur là-haut qui avait la priorité, mais bon, on va pas faire. On viendra vers vous après. Hein. Il y a le monsieur au chapeau, hein, Laurence, là. Monsieur au chapeau là-haut après. Voilà, pour prolonger votre question, est-ce qu'effectivement, cette occidentalisation du monde, est-ce que ça n'est pas elle qui a provoqué le choc islamique, qui à la fois refuse l'occidentalisation et son progrès, mais l'utilise dans sa lutte? Alors ça c'est une excellente question. Je me permets de vous renvoyer un peu à mon livre Le Manifeste des Esprits Libres, où j'essaye d'avancer dans cette question difficile. Là aussi, on est dans une ambivalence totale. D'un côté, il est difficilement contestable, certains sociologues ont écrit de belles choses sur ce sujet, qu'il y a dans l'islamisme une sorte de résistance à l'occidentalisation, de volonté de garder sa différence, etc. Ça me semble difficilement discutable. Et en même temps, je l'ai écrit, et je ne suis pas le seul, j'ai l'impression que nos terroristes sont, à mon avis, un peu trop occidentalisés. C'est-à-dire qu'ils ont adopté les méthodes, les façons de faire, les technologies, l'Internet, sans lesquelles ils ne pourraient pas fonctionner, de l'Occident, et qu'ils sont beaucoup moins non-occidentaux qu'ils ne le prétendent. Et même chose, je l'avais écrit, et je n'étais pas le seul, parmi bien d'autres, dans la crise des banlieues qui malheureusement semble refaire surface aujourd'hui, moi j'ai l'impression que nos jeunes des banlieues sont plutôt un peu trop occidentalisés. Ils ont un peu trop envie de consommer, ils ont un peu trop envie d'avoir le dernier téléphone portable. S'ils étaient des bouddhistes zen, pour reprendre ce que disait monsieur, je pense que ça irait peut-être un peu mieux. Ils ne sont pas du tout bouddhistes zen. Ils ont envie d'avoir le dernier t-shirt, la dernière paire de Nike, le dernier téléphone portable. Et ça explique beaucoup de choses. Et on leur donne les moyens de pouvoir obtenir ces objets que... Après, ils sont dans l'hyper-économie. Au tout début, je me rappelle quand même, au tout début, ça remonte à 20 ans ce que je vous dis là, il y avait un reportage télévisé qui m'avait fait froid dans le dos, et en même temps qui m'avait semblé d'une grande logique. On interroge un jeune dealer dans une banlieue, et il me dit, mais vous cherchez pas un boulot? Il me dit, pourquoi voulez-vous que je gagne le SMIC alors que je le gagne en une matinée en vendant ma cam? Qu'est-ce que vous allez rétorquer à ça? Rétorquer quoi? Économiquement, il est dans le juste. Donc voilà, ça c'est très compliqué. Mais vous avez raison, hein, il y a certainement quelque chose aussi comme une résistance à ce qui est perçu, à tort ou à raison, comme une hyper-occidentalisation. Ça me semble très indiscutable. Monsieur là-haut, avec le beau chapeau. Merci. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit monsieur tout à l'heure. J'ai ressorti en ce moment, comme par hasard, le phénomène humain de Chardin. Et en fait, ça me donne beaucoup de patience avec ces fameux réseaux sociaux et téléphones portables. Et qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à la noosphère et à cette flèche du progrès? Alors, un grand merci. Vous êtes brillants ce soir tous. Hein, je vais finir fatigué là. Non mais continuez, j'adore que vous me fatiguiez. J'ai cité effectivement le nom de Teilhard de Chardin, c'est peut-être pour ça que vous en avez parlé. Alors oui, plusieurs choses à dire. Teilhard de Chardin, c'est une sorte d'hyperbole progressiste. C'est l'univers entier, cette fois, c'est pas seulement les hommes, c'est pas l'espèce humaine, c'est l'univers. En tout cas la Terre, qui progresse vers l'intelligence, la conscience, la noosphère que vous avez citée. Donc c'est un magnifique discours. Moi j'ai lu à un moment donné de ma vie, vous savez, les gens se font beaucoup d'illusions, hein, parce que on sait que je suis nietzschéen, on pense que j'ai des mauvaises relations. Non, les catholiques m'adorent. Hein. On m'invite à parler sur RCF. J'avais d'excellents rapports avec l'aumônier du lycée de Bastia et j'ai fait une conférence avec lui sur Teilhard de Chardin. Oui, je suis rattrapable. Hein. Bon. Mon ami Anne-Marie Rinaldi en est persuadée que je suis amendable. Donc, Teilhard de Chardin, c'est un passage à la limite, effectivement, du progressisme. Bien. Mais en même temps, et là, très intéressant ce que vous venez de dire, l'idée de noosphère, c'est quoi? C'est effectivement l'idée que
il est en train de se constituer une sorte de cerveau planétaire qui passe par l'Internet, les échanges, l'intelligence collective. Et c'est vrai que c'est assez fascinant. C'est assez fascinant de voir combien on est en train de devenir en un sens intelligent, à quelques milliards, peut-être plus que tout seul dans son coin. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des éléments, moi je suis pas l'ennemi, je l'ai montré dans des conférences nombreuses. Hein. Bon, je suis perplexe, je me pose des questions, mais je ne suis pas un ennemi, je suis un utilisateur d'Internet, je suis sur les réseaux sociaux et j'en ai pas honte. Grâce aux réseaux sociaux, je prends un exemple qui est toujours le même, on dit que ça isole. Attendez, moi, grâce à Facebook, j'ai retrouvé des étudiantes de Bastia qui m'ont invité à faire des conférences, de participer à la fête du livre de Porto Vecchio, etc. Et j'aurais jamais... C'était impossible sans Facebook et les réseaux sociaux, ça, parce que je les avais perdus de vue depuis 30 ans, ces étudiants et ces étudiantes. Donc, c'est pas vrai que ça peut créer du lien, et du lien réel, parce que je les ai rencontrés en chair et en os, on a discuté, j'étais enchanté de se retrouver. Voilà. Donc, oui, Théâtre Chardin intéressant, l'idée de Noosphère, l'idée qu'au fond, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui n'est pas forcément inquiétant, qui est peut-être l'émergence de quelque chose. Alors j'introduirai un petit bémol, je vais y travailler cet été, je ferai des conférences l'an prochain sur le sujet, parce que ça me passionne, bien sûr. En bon philosophe, j'essaie de m'intéresser à ce qui peut changer nos vies. C'est l'intelligence artificielle, évidemment. Parce que ce cerveau planétaire, est-ce qu'il sera encore humain? Ou est-ce que ce cerveau planétaire va devenir extra-humain, entièrement siliconé, cette lutte entre le carbone et le silicone, hein. J'ai eu la chance d'écouter mon ami Luc Ferry l'autre jour à Toulon, que j'avais invité en 2012 à la Garde. On est resté en relation depuis, qui a fait une belle conférence sur le sujet. Il se pose des questions, comme nous tous. Il n'est pas inquiet sur ce qu'on appelle l'IA faible, mais par contre, il se pose évidemment des questions sur ce qu'on appelle l'IA forte, et sur des cerveaux siliconés qui pourraient petit à petit presque acquérir une conscience et nous considérer à juste titre comme des ennemis, comme probablement, même si ça reste une énigme, on a considéré les Néandertaliens comme des ennemis et on les a probablement exterminés. Voilà. Donc voilà, beaucoup de questions. Hein. Vous savez, le philosophe, c'est... J'ai démarré presque toujours mon cours de l'année en disant vous avez devant vous un philosophe et non pas un zophe. Un zophe, c'est un sage qui sait. Moi, je ne sais rien. Je suis en quête de savoir et de connaissance. Je suis un philosophe, voilà. Et je n'ai pas changé depuis. D'autres questions? Oui, madame, le micro arrive vers vous. Ah, ben c'est Michel, je ne l'avais pas reconnu sous son foulard non islamique. Oui, alors on peut penser qu'il y a une régression de la société occidentale, mais quand on voit tout ce qui s'est passé depuis les hommes préhistoriques jusqu'à maintenant, je crois que ça paraît difficile de dire qu'il n'y a pas eu de progrès, quand même, parce que je ne sais pas qui aimerait revivre la vie de ces chasseurs-cueilleurs dans la forêt, etc. Bon, alors, je cite un exemple parce que ça m'avait beaucoup marqué. Une tribu amazonienne, ils veulent vivre comme ils ont toujours vécu dans la forêt. Et puis, il y en a certains qui, au contact du monde civilisé, vont décider d'avoir des maisons qui se construisent, etc. Alors, un journaliste est venu les interroger en leur disant « Est-ce que vous aimeriez revivre comme dans la forêt ?» Et la réponse c'était « Ah non, parce que la nuit, on ne peut pas dormir, parce que toute la nuit, il y a des bruits, etc. On est sur le qui-vive, donc on ne peut pas dormir. Et puis, l'autre chose qui m'échappe, peu importe. J'ai compris le sens. Voilà. Bon, alors, c'est sûr que je crois que c'est ahurissant, enfin, le progrès de ce que l'esprit humain, l'intelligence, etc. a pu apporter. Et je crois que ce temps libre qui a été apporté par toutes ces inventions technologiques, c'est la manière dont on l'utilise. Si on l'utilise pour lire, pour réfléchir, etc. Pas seulement ça. Sabrina, écoute bien, tu vas avoir beaucoup de choses à dire la semaine prochaine. C'est uniquement pour acheter des objets, etc. et la société de consommation, bon, je comprends que ce ne soit pas un progrès. Mais on a la possibilité quand même de vivre beaucoup mieux qu'autrefois.
Merci Michel. Tu aurais bien aimé le discours de Luc Ferry l'autre jour à Toulon, parce qu'il parlait du transhumanisme. Il disait bon, ben, il y a beaucoup de gens qui poussent des hurlements, mais bon, qui ne voudrait pas qu'on guérisse son enfant de la myopathie ou de la mucoviscidose? Soyons sérieux, 5 minutes. Donc bien entendu qu'il y a un incontestable progrès, par exemple, de la médecine, de la chirurgie, bon, qui est difficilement contestable. Après, je reste d'accord quand même avec Cournot. Ces éléments amélioratifs, on va les appeler ainsi pour être simple, est-ce qu'il suffit à dire qu'il y a une progression globale et générale de l'humanité, de la qualité de la vie humaine? C'est complexe. Alors là, il y a le bouquin « Non, ce n'était pas mieux avant » qui t'apporte beaucoup d'éléments. Et puis en même temps, toutes les interrogations. Moi, j'ai beaucoup lu Lévi-Strauss, qui m'a quand même profondément marqué. Alors c'est vrai qu'on se demande aujourd'hui s'il n'y a pas eu un peu un certain fantasme des anthropologues qui ont idéalisé des modes de vie qu'ils connaissaient peut-être d'ailleurs peu, parce qu'ils ne vivaient pas autant qu'ils l'ont prétendu au milieu des Indiens d'Amazonie, par exemple. C'est très difficile comme question. Hein, c'est très difficile. Mais ce qu'on peut retenir, et ça c'est pas négligeable, c'est que l'idée de progrès, elle fonctionne en direction du passé, en direction de l'avenir. L'idée du progrès, c'est l'idée qu'il y a une flèche du temps et que demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est peut-être surtout ça l'idée du progrès. Or là, c'est une croyance. Rien ne garantit que... Et quand on fait des sondages parmi les Français aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls, une majorité pense que leurs enfants vivront moins bien qu'eux ont vécu. Ça, c'est un effondrement complet qui s'ajoute à tous les éléments que j'ai donnés de la vision progressiste. C'est la première fois que ça se passe. Dans les décennies antérieures, chacun pensait que ses enfants vivraient un peu mieux, se porteraient mieux, auraient une vie plus agréable, auraient du travail, et j'en passe. Aujourd'hui, il y a 70 à 80% des Français qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. C'est un bouleversement complet. Alors qu'est-ce qui va résulter de ce bouleversement? Je n'en sais rien. Mais je crois que c'est peut-être plus ça qui m'intéresse que l'amélioration qu'on a pu avoir. Parce que chaque argument se retourne un petit peu. Sur la durée de vie, par exemple. Hein. Bon, moi, je lis les choses les plus contradictoires, alors je ne sais plus quoi penser. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent on n'a pas augmenté la durée de vie, on a diminué considérablement la mortalité infantile. Donc évidemment, si on fait la moyenne, la durée de vie moyenne, elle augmente. Mais il y avait des centenaires en Grèce, il y avait des centenaires au XVIIe et des centenaires au XVIIIe. Et si on fait le calcul de l'espérance de vie arrivée à 30 ans, elle est peut-être aussi importante il y a 3 siècles qu'elle l'est aujourd'hui. Mais à la naissance, non, évidemment, puisqu'il y avait une mortalité infantile gigantesque. Voilà, donc c'est très compliqué. Et puis, est-ce que... Hein, j'avais beaucoup lu Illich à l'époque, parce que au lendemain de 68, j'ai lu les ouvrages les plus troublants qui puissent exister. La médecine rend malade, disait Illich. Alors je sais bien qu'en parlant au médecin que tu es, ou au médecin qui est mon ami Rinaldi là-haut, c'est un discours qui recevront plutôt mal, et ils ont sans doute raison, mais il y a des questions à se poser quand même. Voilà, donc tout ça, c'est un lieu d'interrogation. Mais sur des domaines très factuels, je crois qu'on ne peut pas contester effectivement un certain nombre d'améliorations. Je crois qu'on n'a pas tourné complètement la page du avec la transmission, effectivement, des connaissances. On ne peut pas nier, par exemple, le progrès des connaissances. Ça me semble difficilement contestable. Après, est-ce à dire qu'avec notre nouvelle connaissance du monde et de la vie, on est plus équilibré, plus heureux et mieux dans notre peau que ceux qui vivaient dans la mythologie? Ça, c'est un vaste débat qui est presque indécidable. Encore peut-être une ou deux questions? Oui. Ah, notre ami. Ah, non, ici, après en bas, hein, Laurent. Il y a notre ami là, qui va être bref, il m'a promis. Oui, je voulais juste voilà, pouvoir prendre la parole parce qu'on est des jeunes et parce qu'on vous a entendu dire, peut-être sous-entendre un petit peu qu'on se dirigeait tous vers une sorte de crétinerie générale. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Non, parce que... Ne me prenez pas à partie parce que je ne suis pas du tout moi dans cette discussion. Mais vous avez raison de défendre votre génération. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. Pas tous, hein. Non, bien sûr, je dis pas ça, mais non, simplement pour pas rester sur cette note négative, sur cette impression que tous les jeunes se désintéressent absolument de tout et ne réfléchissent plus et
ne se renseignent plus sur rien. La preuve que si, parce qu'on est là en fait, par exemple. Bravo. Et donc voilà, histoire qu'il n'y ait pas histoire qu'on ne se dirige pas vers cette crétinerie générale. Le progrès de l'homme, en croire Rousseau, si j'ai bien retenu, est permis par sa perfectibilité. C'est le patrimoine social accumulé qui peut être constitué par l'éducation. Donc vous êtes professeur et nous on vient du coup recevoir votre enseignement. Alors moi j'aimerais juste vous demander, comme d'une certaine manière on peut dire que le monde nous appartient, on va dire, parce que nous sommes les nouvelles générations, etc. Alors comment est-ce que nous, rien ne nous appartient jamais. Oui, non, c'est sûr, c'est une façon de parler. Mais je veux dire, voilà, on va pouvoir accomplir des choses sur cette terre. Et selon vous, comment est-ce qu'on pourrait effectuer un réel progrès moral? Alors merci d'être intervenu, bravo d'avoir pris la parole, d'avoir eu le courage parce que vous êtes une espèce très minoritaire dans cette assistance, donc c'est très courageux d'avoir pris la parole. Bravo. Moi, je ne fais pas du tout partie de ce bon. J'ai souvent rejoint les positions de Michel Serres dans Petite Poussette, par exemple, où je suis assez d'accord avec un certain nombre de thèses de Michel Serres que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur. Il venait faire des cours à Nice quand j'étais étudiant, un grand monsieur. Donc voilà. Donc l'attaque n'était pas contre moi, je l'ai bien compris, et ça aurait été injuste qu'elle le soit. Alors pour le reste, je dirais que la balle est effectivement dans votre camp. Hein. Nous, on est nécessairement dans un regard un petit peu rétrospectif. Notre tâche, c'était peut-être effectivement de transmettre des valeurs qu'on a reçues et de ne pas renoncer à la transmission. Ça, c'est très très important. Je citais Christopher Lasch, qui avait l'impression que les générations d'après 68 avaient renoncé plus ou moins à la transmission. Parce que pour transmettre, il faut quand même, là aussi, c'est un autre élément lié au progressisme dont je n'ai pas parlé. Au fond, quand vous éduquez un enfant ou un jeune, il faut que vous soyez un petit peu sûr de la validité de ce que vous lui transmettez. Il faut penser que ça vaut la peine de lui enseigner, de lui transmettre les valeurs morales, par exemple, que vous avez reçues. Or, il faut bien reconnaître que, Steiner l'a dit avant moi, on est dans un grand doute. Cet Occident qui se croyait moral, moralisateur, meilleur que les autres, plus charitable, c'est aussi l'Occident de l'Holocauste et des grands massacres internationaux. Donc du coup, il y a un doute, hein, et on comprend qu'il y a eu, à un moment donné, on est en train d'en sortir, je pense. On est en train d'en sortir. Mais on a eu pendant 2-3 décennies, au lendemain des années 60, à partir du début 70, on a été dans ce discours de suspicion, se demandant, mais est-ce qu'on a raison de vouloir transmettre des valeurs qui finalement ne sont pas valides, ne sont pas meilleures que les autres? On a été dans ce relativisme que certains appellent le relativisme mou, tout se vaut, tout est égal, bon, etc. etc. Bon. Or, il y a incompatibilité entre l'éducation et le relativisme mou. Je ne pense pas que manger avec une fourchette c'est mieux que manger avec les doigts, mais il faut bien que je transmette une façon de manger à mes enfants. C'est impératif. Hein, fais ce que tu veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Je te fais respecter, je t'aide à respecter les autres cultures, mais je te transmets une tradition à laquelle je crois. Et donc, je parlerai de ça dans 15 jours. Hein. Je parlerai de ça. C'est le côté un peu délicat du progressisme. Donc vous voyez, on est on baigne dans des antinomies très très complexes, hein, très difficiles à résoudre. Alors, sur votre dernière question, je n'ai pas de réponse, c'est vous qui avez la réponse. Hein. Je ne vais pas vous dire comment vous devez vous comporter pour essayer de continuer à aller vers... moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses positives dans les jeunes générations, hein, qui sont plus ouvertes à la diversité des cultures, qui sont peut-être plus tolérantes, j'aime pas trop ce terme, mais peu importe, je l'emploie par commodité. Il y a des choses très encourageantes, objectivement. Michel Serres le dit magnifiquement. Voilà.
Donc c'est à vous d'inventer le monde qui sera celui de demain. Et vous avez des outils formidables pour ça, justement. L'Internet, les réseaux sociaux, cette intelligence planétaire, numérique, qui est un outil prodigieux. Il ne faut pas qu'on arrête de dire des sottises là-dessus. C'est un outil prodigieux. C'est une intelligence collective, et ça rejoint peut-être l'hier de Chardin dont parlait monsieur tout à l'heure. La noosphère, ça y est, on y est dans la noosphère. Hein. On est en plein dedans. Le cerveau planétaire, il existe. Et la plupart aujourd'hui des grandes découvertes au niveau du numérique sont des découvertes collectives. Voilà. Oui, cher ami. Oui, bonsoir. Donc, pour compléter ces questions préoccupantes sur la jeunesse, je me référerai au chroniqueur de l'Antiquité grecque. Vous me confirmerez, M. Granarolo, qui déjà s'inquiétait de l'état de délabrement culturel, de l'incivisme, de la vulgarité de la jeunesse de l'époque. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Il y a un cycle, une sorte de... Voilà, c'est à vous d'inventer quelque chose, comme vient de le dire M. Granarolo, et peut-être de ne pas trop prendre exemple sur vos aînés. Je crois déjà, c'est le premier conseil. Ensuite, pour compléter la rétrospective que vous avez faite, brillante, que vous avez faite de la mythologie que les hommes ont tirée du temps, de la notion du temps, j'ajouterai deux personnages qui me semblent essentiels, c'est Galilée et Darwin, parce que dans la notion de progrès, il y a une notion de mouvement, progression, et ce sont deux personnages qui ont fait prendre conscience à l'humanité qu'il y avait pas forcément d'opposition entre le cyclique et le linéaire, et que les deux pouvaient se combiner, et du moins même Darwin admettait que certaines évolutions pouvaient s'éteindre, certaines races pouvaient s'éteindre, la notion de révolution des planètes dans la notion de l'univers. Et ce qui me semble important actuellement de mettre comme défi, eu égard à notre héritage culturel, religieux, philosophique, et là je vais être bref, je vais vous étonner, c'est d'inventer une nouvelle maïeutique dans cette notion de progrès qui inclut la progression, qui inclut à la fois la révolution cyclique et le linéaire, c'est de donner un sens à ce progrès. Merci, vous avez le droit de revenir l'an prochain. Je vous accepte volontiers. Alors, deux, trois choses, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de développer. Le philosophe dont vous parlez, c'est peut-être lui, mais il y en a eu d'autres. Ça peut être Platon, le livre 8 de la République, hein, qui est magnifique, qui est un livre. Le dernier député à avoir cité ce livre 8, c'est Raymond Barre à la tribune de l'Assemblée nationale. Texte magnifique de Platon qui dit les enfants n'obéissent plus à leurs parents, les élèves insultent les maîtres, enfin tout fout le camp, quoi. Voilà. Donc c'est un vieux discours. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, ça c'est tout à fait important. Il y a toujours eu cette... Et puis, les cultures changent et évoluent. Bon. Moi j'avais un papa latiniste, hein. Bon, il parlait, quand on l'a opéré un jour du bras, il s'était cassé le bras, il a déliré en grec sur la table d'opération. Donc ça doit être écrit dans le Guinness Book quelque part, parce que c'est un cas unique au monde. Mon papa me rappelait que au temps de Baudelaire, c'est pas si vieux, 19e siècle, il y avait une dissertation en latin au baccalauréat. Il est certain que moi, qui étais plutôt un bon élève, j'aurais été incapable en 1965 de faire une dissertation en latin. Bon, est-ce que ça veut dire que la culture s'était écroulée? Non, il y a d'autres choses qui étaient apparues entre-temps. On apprenait d'autres choses que on n'apprenait pas du temps de Baudelaire. On avait un savoir scientifique, par exemple, qui était très supérieur à ce qui se faisait à l'époque. Voilà. Donc voilà, on a toujours eu cette impression à Michel Serres, dit des choses très 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 belles là-dessus. Donc c'est vrai que... Alors vous avez prononcé un mot très important que j'ai peu utilisé parce qu'il nous amènerait peut-être dans une direction un peu différente, mais on pourra peut-être l'utiliser dans 15 jours. C'est le mot évolution. C'est le mot évolution. Il est certain que l'idée d'évolution, c'est une idée qui naît au 19e siècle. C'est pas Darwin, hein, le premier, hein, c'est Lamarck, hein, quand même, qui a inventé l'idée d'évolution. Mais déjà, il y avait des prédécesseurs au 18e. Bon. Mais c'est vrai que l'idée évolutionniste, l'idée que la vie se transforme. Bon. Après Nietzsche, je cite exceptionnellement une deuxième fois, et dernière, nous dit dans un magnifique fragment non publié,
dans les années 1880, au fond, est-ce que j'ai un critère qui me permet de dire, Nietzsche dit qu'il est anti-darwinien. C'est pas très connu ça, il est anti-darwinien. Une des raisons pour lesquelles il est anti-darwinien, c'est qu'il s'interroge justement sur le critère. Est-ce que, après tout, j'ai le droit de dire qu'un être pluricellulaire est un être supérieur à un être monocellulaire? Où il est mon critère de supériorité? Quand on pense que les bestioles qui se portent le mieux aujourd'hui à la surface de la Terre, ce sont les bactéries et les êtres microbiens et les virus, on peut se demander si l'évolution darwinienne, la complexification, on va emprunter un mot à Teilhard de Chardin pour faire plaisir à notre ami, est-ce que la complexification est forcément une amélioration? On va dire oui, en un sens oui, mais peut-être pas après tout. Peut-être il valait mieux rester des algues bleues que devenir petit à petit des mammifères et des humains. Donc très compliqué le critère. Est-ce qu'on a un critère? Très beau texte de Nietzsche, je citerai peut-être dans 15 jours, parce que dans 15 jours je vais me rattraper. Là je me suis frustré, je vais finir dans un très mauvais état. Je citerai un peu Nietzsche dans 15 jours. Mais merci pour vos interrogations qui sont très très belles. Allez, peut-être une dernière question, s'il y en a une. S'il n'y en a pas, on va s'arrêter là. Oui. Moi, bon, je vais essayer de l'expliquer. Allez, je vous écoute. Au nom du progrès, beaucoup de pays occidentaux ont colonisé des pays, ils ont délaissé l'être humain, mais ils ont cherché que le profit. Déjà ça, c'est un malheur. Certainement. Et après, maintenant, vous ne trouvez pas le mal de notre siècle, et c'est le capitalisme. Si les richesses vont être partagées dans le monde, il y aura moins d'injustice et il n'y a que l'injustice qui révolte l'être humain. Voilà, que pensez-vous? Alors, vous faites une magnifique transition avec... c'est pas une dérobade, hein, mais je vous répondrai dans 15 jours. C'est le cœur de mon exposé, vous êtes obligé de revenir. Hein, j'en suis désolé. C'est pas une punition, je pense, parce qu'en général, vous venez régulièrement. Mais ça sera mon thème, effectivement, la dignité. Hein. Bon, au nom du progrès, je vous rejoins tout à l'heure. Comment peut-on contester ça? Qu'au nom du progrès, on a colonisé, dominé, cherché à imposer ce qu'on croyait peut-être naïvement, peut-être sincèrement, à être le meilleur. Et qu'aujourd'hui, il y a ce retour de bâton, évidemment, que nous subissons, qui nous étonne, mais qui peut être inscrit dans la trame de l'histoire. Voilà. Donc oui, je vous répondrai là-dessus, effectivement. La question de la dignité, la question de la morale, et puis la question de l'injustice, bien évidemment. Bon, quelle que soit la relation qu'on peut avoir avec le libéralisme et le... Bon, j'ai fait un café philo il y a 2 ans, je tenais vraiment à le faire. Bon, c'est le dernier conseil que je vous donne. Dernier livre que je vous conseille. Il y a une philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Valérie Charol, qui n'est pas forcément débile profonde, puisqu'elle est énarque et agrégée de philo. Donc c'est pas mal quand même. Bon. Et normalienne et énarque. Elle a écrit des livres magnifiques. Elle a écrit Philosophie de l'écran, et elle avait écrit un livre sur lequel j'ai tombé dessus par hasard, il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Le capitalisme, ennemi du libéralisme. Et j'ai fait un café philo sur ce thème. Quelle que soit la relation qu'on peut avoir avec le libéralisme ou le capitalisme, personne ne peut considérer comme satisfaisant une planète dans laquelle 99% des richesses sont aux mains de 1% de la population. C'est indéfendable. C'est indéfendable, définitivement indéfendable. C'est pas être anti-libéral de dire ça. C'est peut-être être anticapitaliste. Oui, ça c'est autre chose. Voilà. Donc j'avais développé un café philo. Vous pouvez le trouver sur Internet parce qu'on a un très beau site, hein, caféphilo.fr, avec toutes nos conférences enregistrées, nos films, grâce à notre ami Bernard, que je remercie une fois de plus, notre fidèle caméraman. Donc j'avais développé cette thématique. Hein. Bon, on a tendance à confondre effectivement libéralisme et capitalisme, mais le capitalisme actuel, il est profondément anti-libéral. Profondément. Donc je vous répondrai dans 15 jours. Merci à tous, en tout cas, une très bonne soirée et au plaisir de vous retrouver avec Sabrina la semaine prochaine pour réfléchir sur la technique, le progrès technique et les inquiétudes que nous avons par rapport à ce progrès.